carbone à l'Agence du climat sur Strasbourg. Et je vais animer cette session aujourd'hui. Cet après-midi, avec la présence des 4 intervenants, si vous voyez 3, il y a un en distance, 4 intervenants spécialisés dans le carbone. On va discuter de la neutralité en général, mais en particulier des puits de carbone, de compensation, des solutions et outils concrets pour les organisations locales, des bonnes et mauvaises pratiques, enfin de pourquoi et comment agir vers la neutralité carbone, spécialement en tant qu'entreprise. La semaine dernière, il y a eu une étude de l'Imperial College London qui a été publiée dans Nature Climate Change. Ils ont mis à jour la quantité de carbone qui nous reste à émettre pour atteindre 1,5 degré de réchauffement global par rapport à l'ère pré-industrielle, coucou accord de Paris. Ils ont trouvé que le volume de ces budgets carbone restants est si bas que l'objectif de 1,5 degré est inatteignable. En fait, au rythme des émissions de gaz à effet de serre actuelles, le budget carbone sera épuisé en 2029. Du coup, même si en France, il y a eu une réduction des émissions au premier semestre de 4,3%, on doit, au niveau national, mais aussi au niveau global, multiplier nos efforts pour baisser nos émissions. Et dès maintenant. Au cours de cette session, nous reviendrons sur l'origine et l'importance de ces objectifs avec l'aide de nos intervenants, que je vais présenter tout de suite. Du coup, à ma gauche, Clotilde Tronquet. Clotilde est chercheuse de l'Institut for Climate Economics, I4CE. Elle anime les clubs Climat, Agriculture et Alimentation et les clubs Climat, Forêt et Bois chez I4CE. Elle travaille notamment sur les sujets de la certification carbone et des marchés carbone volontaires. Et elle a travaillé aussi dans l'agro-industrie, au service économique de l'ambassade de France à Madrid et dans le secteur associatif au Brésil. De l'autre côté, Alain Garcenti. Alain, il est chercheur et économiste de l'environnement au CIRAD. Il est docteur en sciences sociales et HDR en sciences économiques, membre associé de l'Académie d'agriculture de France, et il travaille sur le mécanisme RED+, ça veut dire réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation, la compensation et les marchés du carbone, et les mécanismes de financement de la biodiversité, entre autres. Au milieu de la scène, Sylvain Kanja, un diplômé en génie de l'environnement spécialisé dans les systèmes atmosphériques et en management de développement durable. Sylvain est responsable stratégie carbone chez Carbon Loop, une start-up française qui propose un service clé en main pour les industriels, la réduction de l'empreinte carbone de leur production, leur autonomie énergétique et la maîtrise de leurs coûts. Et à distance, j'espère qu'il est là, oui, Nicolas Matt, secrétaire général de l'association PICTO, la plateforme industrielle d'innovation Camantonquin, créée en 2014, qui regroupe les entités industrielles implantées sur la zone du Camantonquin et les grands ports maritimes de Marseille. Bienvenue à vous 4. Et je pense qu'on peut commencer tout de suite avec un peu les bases théoriques, techniques de la neutralité. Et du coup, Clotilde, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que la neutralité carbone exactement ? Alors, bonjour à tous. Merci Bélène pour cette introduction. Alors moi, j'ai préparé quelques slides pour ces premières notions un peu généralistes. Donc, qu'est-ce que la neutralité carbone ? Alors, la neutralité carbone, c'est un des objectifs de l'accord de Paris, le principal. Et ça consiste à dire que d'ici à 2050, on doit avoir suffisamment réduit nos émissions de gaz à effet de serre pour être en mesure d'équilibrer ce qui restera d'émissions de gaz à effet de serre par un volume équivalent chaque année d'absorption. Dans les écosystèmes ou autres, on reviendra là-dessus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet objectif, il est posé donc dans le cadre de l'accord de Paris au niveau global, au niveau de la planète. Et c'est important de le garder finalement à cette échelle globale pour éviter d'une part de regarder peut-être sur des périmètres trop restreints
C'est-à-dire finalement se contenter de réduire uniquement ses émissions en direct, profiter éventuellement si on a l'écosystème qui va bien d'un niveau d'absorption suffisant, et puis de ne pas regarder forcément tous les enjeux, les inégalités dans les conditions des États, des uns et des autres, des organisations, qui font en sorte que finalement certains vont devoir réduire et absorber encore plus finalement que simplement à leur échelle une neutralité carbone. Donc objectif global de neutralité carbone, mais cet objectif dans l'accord de Paris, il repose sur la neutralité carbone des États. Donc niveau global et niveau des États, c'est vraiment les deux niveaux auxquels on peut s'autoriser à parler de cette neutralité carbone. Donc les États signent chaque année des contributions nationales, qu'on appelle des NDC dans le jargon, et dans lesquelles ils vont spécifier des objectifs sur différents secteurs. Et puis tous les 5 ans, on va prendre tous les ans, on fait des photos, et tous les 5 ans, on regarde ces inventaires et on voit où est-ce qu'on en est. Au niveau pour la France, par exemple, ça ne va pas être une contribution simplement française, c'est une contribution qu'on fait au niveau européen. Et donc on regarde la photo des émissions européennes et des absorptions européennes. Et donc après, charge aux États de mettre en œuvre les politiques pour réduire ces émissions. Donc tout le paquet Green Deal au niveau européen, on interdit les moteurs thermiques, on se met des objectifs d'énergie renouvelable, des choses comme ça. Bon, concrètement, c'est pas les États juste avec leurs petits bras qui vont faire tout le boulot. Et évidemment, on attend une contribution qui est d'ailleurs reconnue, mentionnée dans le cadre de l'accord de Paris, des acteurs non étatiques, des acteurs économiques, donc organisation territoire. C'est pas parce que la responsabilité juridique repose sur l'État que les acteurs n'ont rien à faire, au contraire. Donc, mais eux, leur action, du coup, ça va être plutôt de contribuer à l'objectif de neutralité globale. Donc d'avoir des trajectoires de réduction drastique des émissions et de maintien et développement des puits qui soient compatibles avec ces stratégies qui sont à un niveau supérieur, quoi. Voilà. Merci. Et est-ce que cette allégation de neutralité des entreprises, elle est problématique? Est-ce qu'une entreprise peut vraiment être neutre en carbone? Alors voilà, donc comme je viens de le dire, vraiment c'est au niveau global qu'on utilise cette idée de neutralité carbone. Donc pour autant, ça c'est vraiment la partie théorique, parce que de fait, on a eu toutes sortes d'allégations qui ont été faites, qui sont encore faites, évidemment, à peu près tous les niveaux, du gel douche neutre en carbone à l'organisation, etc. Et donc, aujourd'hui, c'est toujours pas encadré, tout reste à faire, mais il y a quand même un mouvement progressif depuis 2015 en particulier, donc accord de Paris, pour encadrer ces notions. Donc, je vais parler principalement du niveau entreprise, qui a l'air d'être celui qui vous concerne le plus. Donc, au niveau des entreprises, on parle plutôt d'entreprises, d'organisations qui auraient des objectifs net zéro. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça change finalement alors, pas grand-chose en réalité, mais c'est un peu une précaution d'usage qui sous-tend qu'on a bien en tête cet objectif global qui doit être réparti, pas forcément donc avec des périmètres limités qui respectent un objectif juste pour eux, mais on vise quelque chose de plus grand. Donc pour les entreprises, on parle davantage de démarches net zéro. Et ces démarches net zéro, elles sont déjà au départ, elles ont commencé à être encadrées par des organisations de la société civile qui ont proposé des guidelines, de dire ok, qu'est-ce que vous devez faire pour être dans les clous, quoi. Et la plus connue, celle qui fait vraiment autorité, c'est SBTI, donc Science Based Targets Initiative, qui propose des trajectoires de réduction d'émissions selon les secteurs. Grosso modo, tout le monde doit réduire de 90%. Deuxième étape, c'est ce qui vous reste d'émissions, il faut être en mesure de le neutraliser, c'est l'expression qu'ils utilisent. Et vous pouvez aussi contribuer au-delà, alors ils ne disent pas contribuer, ils disent financer de l'atténuation au-delà de votre chaîne de valeur. Donc vous voyez que là, je n'ai pas du tout parlé de compensation pour le coup, et ni de neutralité, et que c'est peut-être souvent un jeu un peu sur les mots, mais en tout cas, comme c'est assez touchy, voilà, je recommande plutôt d'utiliser le vocabulaire SBTI. J'ai mis aussi une initiative française, Net Zero Initiative, qui a publié un premier rapport, qui a été publié par Carbone 4,
il y a eu un premier rapport en 2020 et puis maintenant ils font un peu des rapports pour étoffer un peu cette initiative. Les catégories ne se recoupent pas tout à fait par rapport à SBTI et pour le coup c'est très franco-français. Mais voilà, je sais qu'il y a une majorité d'entreprises qui adhèrent à idées qui sont plutôt des PME, dans des petites entreprises. Peut-être que c'est un référentiel dans lequel vous pouvez mieux vous retrouver. Donc ça, mais c'est du volontaire complètement. Il y a des initiatives plus institutionnelles qui ont commencé à se développer. Il y a une norme ISO sur le net zéro qui s'applique pour le coup au niveau des entreprises. Il y a également à la dernière COP un groupe des Nations Unies donc, qui a planché sur la contribution des acteurs non étatiques. C'est une première hein, jusqu'à présent. On était vraiment sur... on commande aux États, etc. Et donc là, on est sur cette dimension qui implique aussi les marchés carbone volontaires. Et côté français, on a aussi un avis de 2021 peut-être, de l'ADEME sur la neutralité carbone, qui reprend un peu les points que j'ai mentionnés avant. Et de plus en plus, mais c'est naissant et c'est clairement pas assez englobant, pas assez précis pour l'instant, des initiatives réglementaires. C'est-à-dire on commence à écrire dans la loi, ok, qui a le droit de dire quoi, à quel niveau et sous quelles conditions surtout. Alors, par exemple, la France donc, encadre la notion de compensation carbone, la notion de neutralité carbone sur des services et des produits. Alors, comme je viens de vous dire que ce n'était pas une bonne idée de parler de neutralité de carbone sur des services ou des produits, voyez, le niveau de cohérence, et que l'ADEME dit par exemple qu'il ne faut pas le faire. Donc, en France, on a une réglementation qui existe, donc au moins ça a le bénéfice d'exister, il n'y a pas beaucoup d'États où ça existe, mais finalement c'est très partiel, c'est sur juste quelques petits compartiments de ce net zéro ou neutralité carbone, mais au moins c'est assez contraignant. Au niveau européen, on a plutôt l'inverse a priori. Là, on a un règlement sur les allégations environnementales qui est sorti, et il y a une initiative aussi sur la protection des consommateurs. Et là, on est plutôt sur un règlement qui va être très couvrant, toute allégation environnementale, climat et autres confondus, sauf que ça ne nous dit pas grand-chose, ça ne nous donne pas réellement la substance de ce qu'il faut faire pour avoir des allégations en termes de communication. Ça, pour le faire court, ça va donner quelque chose du style si vous avez une allégation environnementale, il faut pouvoir le prouver. Bon, c'est un peu... Voilà. Donc voilà, donc tout est à faire encore, donc grande prudence là-dessus, mais quand même de manière générale, ce que vous pouvez déjà... Ah oui, et puis un autre point, c'est que la législation européenne contredit la législation française, puisqu'elle vient d'interdire l'allégation de neutralité carbone sur des produits. Donc voilà. Donc... pour l'instant, enfin, vous pouvez quand même vous baser sur ces différents référentiels, sachant qu'en plus, de plus en plus, le réglementaire s'inspire de ce qui existait déjà, donc le volontaire. Et notez bien qu'il y a vraiment de plus en plus une tendance à exclure la terminologie autour de la neutralité carbone, surtout pour les organisations, les produits et les services. Voilà. Merci. Une autre chose dont on a besoin pour atteindre la neutralité carbone en 2050, c'est les puits de carbone. Il faut les développer fortement au niveau mondial, mais aussi en France. Par exemple, la stratégie nationale bas carbone prévoit de les doubler d'ici 2050. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est un puits de carbone et pourquoi est-ce qu'il faut les faire monter? Oui, alors, je fais une petite slide sur les puits. Donc, l'idée d'un puits, c'est une dynamique d'un réservoir qui a la capacité d'absorber et séquestrer plus de carbone qu'il n'en émet. Je dis la capacité parce que ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas. Donc ces puits, on va les retrouver notamment dans les écosystèmes. Par exemple, dans les forêts, ça va être, si on prend la croissance de la forêt, moins la mortalité, moins ce qu'on a coupé, on va avoir une dynamique qui va être séquestrante. Enfin, chaque année, on va séquestrer un peu plus de carbone. Si je prends le cas des écosystèmes, en revanche, c'est pas le cas, par exemple. On a effectivement une capacité d'absorber, de séquestrer du CO2, mais en l'occurrence, c'est un écosystème qui est plutôt émetteur, notamment avec le retournement des prairies. Et puis il y a un autre volet qui n'existe pas pour l'instant, mais qui commence à se développer, qui est le captage et le stockage industriel. Je ne vais peut-être pas développer. Et simplement, une notion importante sur ce puits, c'est de bien comprendre que on parle de flux de stockage annuel. À chaque fois, c'est ce qu'on arrive à stocker en plus chaque année. On n'est pas en train de parler du stock qu'on a déjà dans nos forêts.
qu'on pourrait, souvent certains acteurs imaginent qu'on pourrait valoriser. En réalité, non, il faut qu'on ait du plus. L'histoire de l'équilibre, c'est équilibrer ce qu'on continuera à émettre chaque année avec des absorptions qu'on va absorber en plus chaque année. Voilà. Est-ce que ça c'est réaliste en fait, d'avoir ce rythme de stockage carbone? Alors, c'est ambitieux. Voilà. Donc nous, à l'Institut de l'économie pour le climat, l'année dernière, on a publié une étude qui analysait les hypothèses qui étaient faites sur les projections de puits dans la stratégie nationale bas carbone. Dans la deuxième, donc là on est la troisième va bientôt arriver, les hypothèses seront aussi modifiées, mais ça donne quand même une idée. Donc là, ce que vous voyez, c'est les différents compartiments du puits en 2015 et ce qu'on envisageait pour 2050. Et vous avez le solde en rouge. Donc effectivement, la France souhaitait, je pense qu'on retrouvera pas ça dans la SNBC 3, doubler ce solde de puits, quoi. Et notamment, vous voyez bien que les couleurs changent beaucoup, en modifiant complètement la composition du puits qu'on a aujourd'hui, notamment en pariant sur le fait qu'on allait couper beaucoup plus de bois que ce qu'on coupe aujourd'hui, et l'utiliser dans des produits bois à longue durée de vie, de la construction, des choses comme ça. Et vous voyez que le gros bloc vert foncé qui diminue énormément, donc ça c'est ce mouvement finalement de réorientation vers le puits. Côté agricole, on avait aussi des changements drastiques qui sont envisagés, puisqu'on a donc un puits qui est émetteur, donc ça a la capacité d'absorber, mais on est quand même dans un cas d'émission, qui devient séquestrant. Donc, nous, ce qu'on avait analysé, c'est que c'est réaliste si on regarde la littérature scientifique, c'est-à-dire la littérature scientifique nous dit oui, il n'y a pas des hypothèses où on n'était pas du tout dans les clous, mais ça demande des efforts considérables sur tous les domaines. Et entre-temps, ce qui s'est passé, c'est qu'on a les nouvelles données concernant la forêt française, qui ont été pas mal médiatisées, sur le fait que la mortalité a très fortement augmenté. Dans la région, vous connaissez bien la crise des scolytes. La mortalité a énormément augmenté. L'accroissement biologique, lui, a diminué. Et donc, finalement, ce qu'on séquestre annuellement en plus, c'est de moins en moins. Donc, probablement c'est plus réaliste. Voilà, ça pouvait encore l'être avec les données qu'on avait précédentes, mais moins aujourd'hui. Est-ce qu'il faut modifier la stratégie bas carbone alors? Comment? Est-ce qu'il faut modifier la stratégie nationale bas carbone? Elle est en train d'être modifiée, de toute manière c'est dans un calendrier, donc là la troisième va ressortir, mais ce que je veux dire qu'on est de plus en plus prudent sur ce qu'on peut à quel point on peut compter sur ces puits. Super, merci beaucoup. Alain, maintenant une question pour vous. Est-ce que, comme entreprise, nous, on peut contribuer à cette augmentation des puits de carbone et qu'est-ce que ça veut dire, contribuer à l'augmentation des puits de carbone, parce que c'est un peu, c'était trop théorique. Oui, la première chose, c'est qu'il y a, pour être plus affirmatif que Clotilde, je dirais que il faut absolument qu'on sorte de cette idée qu'on peut faire de la compensation carbone avec un puits, ne serait-ce que pour des raisons de durée de vie du CO2 dans l'atmosphère. Et lorsqu'on utilise des puits de carbone, le carbone va ressortir tôt ou tard. Il va ressortir certainement beaucoup plus vite que le CO2 qui va rester dans l'atmosphère pendant... une partie du CO2 va rester dans l'atmosphère pendant plus de 1000 ans. Donc de toute façon, on a un problème de décalage temporaire qu'on ne peut pas résoudre. Vous pourriez peut-être nous donner une petite définition des compensations carbone? La compensation carbone, disons que c'est la manière dont les gens l'utilisent. On a deux cas de figure. On a des entreprises qui effectivement ne changent pas leurs pratiques et qui décident soit de planter des arbres, soit d'acheter des crédits carbone venant de projets de compensation carbone qui peuvent être dans le domaine de l'énergie ou dans le domaine de la forêt. Là, c'est vraiment le cas de figure le plus problématique puisque on n'a absolument pas de changement de mode de gestion et de trajectoire. On a des entreprises qui essaient de suivre une séquence logique qui existe dans tous les systèmes de compensation qui sont d'abord d'éviter, de réduire et puis de compenser ce qu'on peut absolument ni éviter ni réduire. J'en profite tout de suite pour dire que, en fait, dans cette séquence, le problème, c'est qu'on évite rarement. Parce que éviter, prendre au sérieux ça voudrait dire se poser la question de l'utilité sociale d'un certain nombre d'activités qui sont très émettrices et qu'il faudrait faire disparaître.
Et ça, une entreprise dont effectivement, une entreprise elle-même qui fabrique, je sais pas, qui par exemple fait du courrier aérien ou fait un certain nombre d'activités, ne va pas prendre d'elle-même la décision de supprimer son activité. Pour l'instant, j'en ai jamais vu. Donc il faut que ça soit réglementaire. Après, comme on a beaucoup de mal à éviter, on essaie de réduire avec les moyens technologiques, donc on va essayer de le faire. On va essayer de le faire dans le périmètre que l'on maîtrise, c'est-à-dire ce qu'on appelle le scope 3, c'est-à-dire effectivement tout ce qu'on achète de la part de cette myriade de sous-traitants et tout ce qui sort de l'entreprise, qui peut être le carburant utilisé par les personnes. Généralement, c'est pas compté dans la compensation. Les gens compensent sur des périmètres assez variables, mais généralement des périmètres restreints, parce que de toute façon, on n'a pas d'informations sur l'ensemble de la chaîne. Qui produit des effets climatiques de ces produits, de ce qu'on achète et de ce qu'on va vendre. Donc on fait ça de manière très très limitée. Donc de toute façon, c'est pour ça que Clotilde avait raison de dire que, au fond, la neutralité carbone, ça n'a de sens que lorsqu'on aura bouclé tous les processus productifs au niveau de la planète. Je dirais même au niveau d'un État, je suis pas sûr que la neutralité carbone, je sais pas, parce qu'on importe, on exporte, hein, c'est la différence entre l'empreinte et le territoire. Donc de ce point de vue, je pense que là aussi, on manque quelque chose, même si bien sûr c'est mieux de le faire au niveau des États qu'au niveau d'une entreprise. Après, quant à la compensation, c'est tout le problème. C'est-à-dire que, notamment si on le fait avec des puits de carbone biologiques, on va se retrouver avec toute une série de difficultés. Le premier problème que j'ai indiqué, c'est celui de la temporalité, qu'on appelle aussi le problème de la non-permanence. Mais vous avez également des tas d'autres problèmes qui sont le fait que vous avez ce qu'on appelle des problèmes d'additionnalité. Très souvent, disons les projets ou les efforts de compensation carbone ne changent pas fondamentalement la trajectoire qui était prévue. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui étaient déjà prévues. On fait des éoliennes, on dit j'évite du CO2. Oui, sauf que tout le monde fait des éoliennes parce que c'est très rentable aujourd'hui. Donc effectivement, on a des milliers de projets qui ont généré des crédits carbone, qui sont des permis d'émission un peu dans le monde et qui auraient été entrepris de toute manière parce qu'ils étaient financièrement rentables. Bon, donc ça sera un problème d'additionnalité. On a des tas d'autres problèmes, y compris dans les forêts, ce qu'on appelle les problèmes de fuite, c'est-à-dire de déplacement, des pressions. Vous protégez une forêt ici, vous allez déplacer les pressions ailleurs, tout simplement, parce que vous ne changez pas fondamentalement la demande, soit de terre, soit de bois, soit de produits agricoles, etc. etc. Voilà. Donc au fond, cette question de la compensation carbone pose un véritable problème. Le dernier problème étant celui que c'est de remettre à plus tard des efforts de décarbonation qui structurent aujourd'hui notre économie. On a chez les économistes, on a à peu près deux types de raisonnement. Le raisonnement qui a été dominant jusqu'à présent, c'est de dire ok, si on compense, on va gagner du temps, on va attendre que des technologies effectivement moins chères, plus abordables, nous permettent effectivement de décarboner rapidement à moindre coût de notre économie. En attendant, on plante des arbres, on fait des puits de carbone. Ok, ça ne va pas durer, mais ça nous permet en tout cas de gagner du temps, on achète du temps. Ça, c'est le premier modèle. Et la deuxième école d'économie, c'est de dire, plus on retarde les efforts de décarbonation, plus on construit une société qui va être fondée sur l'usage massif du carbone et des énergies. C'est-à-dire qu'on va avoir des aéroports gigantesques, parce que peu importe, on peut compenser. On va avoir un étalement urbain qui empêchera effectivement d'avoir, disons, des dessertes avec des transports collectifs. On va construire des autoroutes et on va négliger effectivement le train parce qu'effectivement, on retarde les efforts de décarbonation. Une fois que vous avez des autoroutes partout, le fret n'est pas rentable. En gros, les gens préfèrent prendre des camions. En plus, on n'arrive pas à taxer les camions parce qu'ils bloquent la France en 48 heures et généralement, tous les gouvernements ont arrêté. Donc en fait, il y a aussi un problème qui est de fait de savoir si est-ce que ça vaut le coup économiquement d'attendre ou est-ce que plus on attend, plus on crée de l'irréversibilité. On s'enferme dans des schémas technico-industriels, économico-industriels, qui font que ça va être très très difficile ensuite de décarboner l'économie, parce que tout sera fait pour une économie carbonée. Et on le voit avec les livraisons, Amazon, les transports, etc. etc. Voilà. Donc, on voit qu'on n'a pas beaucoup de temps, en fait. On voit qu'on n'a pas beaucoup de temps avec cette étude de Londres, qu'on va épuiser notre budget pour 2029. Clotilde, quelle est votre opinion sur ce sujet? Vous les voyez comment?
Sur les allégations les commentaires des Alain. Alors, moi, je nuancerais sur justement le fait que l'action soit décalée dans le temps, etc. Alors, je ne dis pas que les acheteurs de compensation carbone, de crédit carbone nous font le grand soir, hein, évidemment, mais on a eu toute cette année passée plusieurs rapports qui sont venus un petit peu objectifier quels sont que font ces acheteurs de crédit carbone en termes d'actions de réduction d'émissions sur leur périmètre à eux et sur leur périmètre aussi indirect Scope 3. Et notamment l'étude la plus complète là-dessus, mais elles disent toutes la même chose, c'est une étude très récente d'Ecosystem Marketplace qui est un peu la référence sur ce sujet des marchés carbone volontaires, qui a été regardée à quel point les entreprises avaient réduit en interne, à quel rythme, ce qu'elles avaient mis comme argent pour réduire leurs émissions, à quel point elles partageaient leurs données, etc. Et ce qu'en ressort, c'est que c'est loin d'être les plus mauvais élèves. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bons, ça veut dire qu'ils ne sont pas les plus mauvais. C'est-à-dire que ce qu'on voit globalement, c'est que c'est des boîtes qui ont réduit 2 fois plus leurs émissions chaque année que celles qui n'achetaient pas de crédit carbone, même si elles en achètent aussi dans des proportions qui sont insuffisantes par rapport à l'espèce d'archétype idéal de la démarche, etc. Qu'elles avaient que le sujet était traité en termes de gouvernance d'une manière bien plus stratégique, qu'elles étaient bien plus transparentes, qu'elles maîtrisaient bien mieux leurs données, y compris Scope 3, qu'elles mettaient plus d'argent par tonne réduite, mais c'était de l'ordre de 4 ou 5 fois plus, et aussi en termes d'enveloppe. Enfin, en fait, par tous les sens où on prenait le truc, c'était pas les plus mauvais, quoi. Donc, alors évidemment, après, en termes de communication, c'est extrêmement choquant de voir Air France qui va afficher... donc, il y a ce problème. Air France, c'est pas le pire. Voilà, souvent, c'est que c'est pas les pires. Mais il y a une question communication, effectivement, qu'il faut de toute manière encadrer. Mais après, si on regarde, alors effectivement, mais personne n'est dans les clous en fait. Hein, donc, c'est pas ceux qui sont le moins dans les clous. Voilà. On va parler des communications juste après. Je peux juste ajouter une chose. Oui, bien sûr. Après, oui, j'ai oublié un point effectivement, puisqu'on parle de compagnies aériennes. Le problème aussi, mis à part, là je me passais du côté de l'offre, le problème aussi c'est vis-à-vis des consommateurs. Toute la question de la compensation carbone, et les compagnies aériennes utilisent massivement, enfin ont utilisé massivement cela, maintenant ce sont les pétroliers, c'est de déresponsabiliser les consommateurs. À partir du moment où vous expliquez à vos acheteurs, à vos clients, qu'ils peuvent prendre l'avion pour aller passer leurs vacances en Thaïlande, ou qu'ils peuvent acheter, disons, une croisière ou tel produit, en disant ne vous inquiétez pas, nous avons compensé ce produit neutre en carbone, ça veut dire que ça donne un feu vert pour ne pas changer, ne pas se poser la question sur ces modes de consommation. C'est peut-être d'ailleurs un des éléments les pires avec la compensation carbone. C'est bon, l'amalgame est facile, disons que ça fait très longtemps qu'on parle des indulgences qui permet aux consommateurs de racheter leur péché climatique, hein, en référence bien sûr aux indulgences de l'Église catholique du Moyen-Âge, mais au fond ça fonctionne exactement de la même manière. Ça, je dirais que c'est vraiment le problème fondamental qui devrait faire qu'on cesse de parler de compensation carbone. Alors, juste sur un point, je m'excuse de prendre la parole trop longtemps, mais oui, les entreprises, effectivement, il y a des entreprises qui ne compensent pas du tout, en général. Voilà, bon, c'est très clair, mais le fait de compenser, souvent, effectivement, ce sont des entreprises qui ont déjà de la RSE qui vont compenser, puisque ça fait partie de leur reporting, de leurs obligations, etc., etc. Bon, simplement, il faut regarder ce qui se passe au niveau, effectivement, par exemple, international. On est à la veille de la COP28. La COP28, vous avez par exemple toute une série de pays, l'Arabie Saoudite, les Émirats, qui sont en train de lancer des opérations absolument gigantesques d'achat de crédit carbone en achetant des crédits carbone au Libéria, au Pérou, etc. On ne sait pas exactement ce qu'ils vont faire. Il y aura des problèmes sociaux très certainement, puisqu'il y aura des aires protégées, il y aura peut-être des plantations. On sait, bon, voilà. Donc il y a des deals gigantesques qui sont en train de se faire, disons, à l'échelle planétaire. Et le but, très avoué de la part des pays pétroliers qui sont aujourd'hui les moteurs de cette affaire, c'est de dire on continue le pétrole, on continue le gaz, de toute façon il n'y a pas de problème, on va compenser.
on le fera demain avec des solutions technologiques si les prix sont assez bas. Pour l'instant, ça reste extrêmement minoritaire. Pour l'instant, on va le faire avec des puits de carbone forestiers. Donc, oui, c'est vrai que d'une certaine manière, celles qui compensent, ce sont les entreprises qui ont des obligations de RSE et de reporting et qui ont des actionnariats un peu sensibles. Donc, il y a pire, on est d'accord. Sauf qu'il faut bien regarder ce qui est en train de se passer, c'est que les grands acheteurs de demain, ce sont les pays pétroliers, les compagnies pétrolières et les compagnies aériennes qui n'ont pas de choix pour décarboner, qui elles vont utiliser massivement la compensation, plutôt que se poser la question effectivement d'un autre modèle économique, disons, bon, il y a un certain nombre de propositions d'offres aériennes qu'il faudrait peut-être supprimer tout simplement. Merci Alain. Si vous êtes d'accord, je vais passer la parole à Nicolas Matt, qui va nous présenter son expérience, du coup, son cas concret de comment une ou même plusieurs entreprises peuvent s'engager dans une démarche de décarbonation. Nicolas, vous êtes là? Je suis là, est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait. Ok. Est-ce que vous avez la présentation qui s'affiche? Oui. Ok, excellent. Merci beaucoup et merci pour l'invitation à partager un témoignage sur une dynamique finalement de plateforme industrielle au portuaire qui est engagée dans un processus plus général d'écologie industrielle et territoriale, donc sur la place portuaire de Marseille-Fos, et plus particulièrement là depuis plusieurs mois sur un sujet lié à la décarbonation. Donc, qui est porté par l'association PITO. Je suis moi-même le secrétaire général de cette association, qui anime donc cette démarche de IT, d'écologie industrielle et territoriale, un peu comparable à ce que vous retrouvez sur la place industrielle portuaire de Strasbourg, animée par les acteurs dans le cadre de la démarche clé. Là, on est une association qui regroupe aujourd'hui une soixantaine de membres ici sur cette place industrielle portuaire. Donc initialement, on a plutôt travaillé dans la zone dite de Fos, donc de Cabantonquin, qui a donné son nom d'ailleurs à l'association. Donc c'est une plateforme de 1200 hectares qui s'affiche ici à l'écran, sur lesquelles vous aviez des activités dans le domaine de la chimie, traitement des déchets, production énergétique, granulats, etc. L'objectif d'une démarche comme la nôtre, c'est quoi? C'est d'animer un collectif qui a plusieurs objectifs. Déjà, d'identifier et de mettre en place des synergies entre les acteurs. Également, alors par synergie, j'entends échange de flux de matière et d'énergie, mutualisation de services, d'équipements, etc. Dans un double objectif, à la fois des opportunités économiques, mais également une logique de meilleure gestion des ressources. Limiter les prélèvements et de notre côté, limiter les rejets. J'entends par rejet, rejet atmosphérique, rejet également effluent ou déchets solides. On avait également des sujets autour du PPRT, plan de prévention des risques technologiques, puisqu'on a plusieurs sites Céveso2, et ça contribue aussi à alimenter une démarche d'écologie industrielle comme la nôtre, puisque c'est un sujet sur lequel on peut faire émerger une culture commune de la gestion des risques. Donc c'est aussi une autre dimension, et puis après des sujets plus factuels, type réseau de vapeur ou reuse de certains coproduits. Donc ça s'est mis en place progressivement sur plusieurs années, avec des synergies dans différents domaines, les coproduits des uns pouvant devenir des matières entrantes pour les autres. Vous connaissez ce concept autour de l'économie circulaire. Et à partir de 2022, ça a pris une dimension un peu plus importante, puisque on a candidaté un appel à projet zone industrielle bas carbone, donc de France 2030, qui est opéré par l'ADEME, ZIBAC, que vous connaissez très certainement, et on a été retenu lauréat avec notre programme qui est intitulé Sirius, pour Synergie Régénérative Industrielle Sud. Et là, comme je l'espère qui s'affiche à votre écran, vous voyez qu'on est passé sur un périmètre qui allait donc uniquement, qui intéressait la petite plateforme initiale, là, 1200 hectares, que je pointe ici, et maintenant on interagit sur un écosystème industriel au portuaire beaucoup plus vaste, qui va de Fos jusqu'à Gardanne quasiment. Donc pour les connaisseurs, il y a quasiment 50 à 60 km là. Qui inclut toutes les activités industrielles de la zone de Fos et celle du pourtour de l'étang de Berre, avec d'autres très grandes plateformes autour de la chimie, de la pétrochimie, de la cimenterie, du raffinage, également des fours à chaud. Et également des acteurs de la logistique. J'ai entendu parler d'aéroports. Nous aussi, on a l'aéroport Marseille-Provence qui participe à cette démarche, et également CMA-CGM. Donc des acteurs qui sont tous
concernés par des niveaux d'émissions qui vont bien au-delà de 100 000 tonnes par an, hein, par site. Ce périmètre d'action-là, vous allez voir tout à l'heure, mais ça représente entre 18 et 20 millions de tonnes de CO2 chaque année procédés. Donc procédés et production énergétique. Donc pour voilà, fixer un petit peu les choses, ça rend ce programme relativement nécessaire pour la décarbonation du territoire. Donc ce programme Sirius, il est animé et coordonné par l'association Picto avec un certain nombre de partenaires du territoire. Et l'ADEME nous a demandé, pour pouvoir établir des premières trajectoires de décarbonation à échéance 2030, 2035, 2040, etc., de mener toute une série d'études, plutôt en enjeux, préfaisabilité, faisabilité, sur différents sujets, je vais les présenter par la suite, sur une période 2023-2024, donc période assez resserrée, dans laquelle on est pleinement engagé là avec nos industriels, puisqu'on a environ 40 industriels dans les différents domaines dont je vous parlais tout à l'heure. Et je n'ai pas cité d'ailleurs le domaine de la sidérurgie, qui, comme vous en doutez, est un domaine très fortement émetteur de CO2. Donc, la carto qui s'affiche là, ça fixe un petit peu les choses. Grosso modo, ça veut bien dire qu'on est dans le cœur du sujet. Hein. On est, je ne sais pas s'il faut s'en prévaloir, mais la première zone émettrice de France en termes de CO2 côté industrie. Donc avec 18 à 20 millions de tonnes de CO2, je vous le disais, sur cette plaque industrielle portuaire de Marseille-Fos, mais également beaucoup d'emplois qui sont concernés par ce tissu industriel et de très forts enjeux autour de la gestion et de la revalorisation des ressources. Parce que là, on focus très décarbonation, mais il ne faut pas oublier le reste des sujets de notre démarche d'écologie industrielle, sur l'eau, sur les déchets, les coproduits, les matières premières secondaires, etc. Donc, tous nos travaux là en cours portent, on les a référencés par différents blocs thématiques qui s'affichent ici sur la gauche. Une étude plutôt chapeau trajectoire, je vais en parler juste après, et puis après des blocs thématiques autour de les vecteurs et infrastructures énergétiques, pour véhiculer, pour produire, pour véhiculer de l'hydrogène, du CO2, etc., pour le valoriser, pour le stocker, et également pour optimiser et décarboner la logistique, parce que ces activités industrielles, je parlais de 18 à 20 millions de tonnes de CO2 induites par ces activités industrielles, c'est sans compter toute la logistique qui va avec. La logistique qui va avec, ça, c'est à la fois ce qui rentre dans un site industriel et ce qui en ressort, sous différents vecteurs, hein, le rail, la route, le fluvial, le maritime, le pipe, les pipelines, etc. Donc, puisqu'on est sur des logiques de plateformes assez interconnectées les unes avec les autres. Donc, l'objectif de cette démarche, dans un premier temps, hein, et on va rester prudent vis-à-vis de ça, c'est d'arriver à co-construire ces fameuses trajectoires de décarbonation, mais dans une logique là qui se veut intersectorielle. Parce que finalement, l'ADEME a déjà travaillé sur des plans de transition sectorielle, la chimie, l'éthylène, le chlore, etc., à l'échelle, le ciment, l'acier, à l'échelle nationale, avec ces secteurs-là. Là, ce qu'on propose, c'est que finalement, c'est le principe de réalité qui est que dans un territoire industriel ou portuaire, très souvent, c'est pas valable qu'ici, c'est aussi valable au Havre ou à Dunkerque, vous avez sur ces territoires-là toutes ces activités-là qui viennent se juxtaposer les unes à côté des autres. Donc finalement, c'est s'apercevoir, est-ce qu'on a un processus collectif qui peut s'engager et qui est de nature à favoriser l'atteinte d'objectifs peut-être plus ambitieux et encore plus rapidement en termes de décarbonation, en travaillant dans une logique intercite. Travailler ensemble plutôt, et ça ne se substitue en rien à ce que chacune des entreprises membres de l'association peuvent faire à l'aune et aux bornes de leur propre site. Hein. Ça, pour le coup, l'efficacité énergétique, la réduction, l'optimisation de leurs process, les changements de leurs procédés, ça c'est quelque chose sur lequel on n'a pas la main. Là, nous, ce qu'on apporte, c'est une vision intersite, puisque sur tous les sujets qui s'affichent là sur la droite, en termes de nouvelles activités et puis d'optimisation énergétique, de mix énergétique, d'usage de l'hydrogène et de CCUS, on est sur des sujets qui vont entraîner des créations de chaînes de valeur qui sont telles qu'un seul acteur, tout puissant soit-il, il ne va pas pouvoir y aller solo. Grosso modo, son discours, c'est de se dire « j'ai intérêt à participer à ce type de démarche, même parfois avec mes concurrents, pour travailler ensemble sur des sujets de manière à massifier des approches et atteindre encore une fois des objectifs. » Alors là, l'illustration elle est purement fictive, mais vous l'aurez compris, il nous faut arriver à tendre vers la neutralité carbone. Et qu'est-ce que ça veut dire en 2030, 2035, 2040 ? Et pour atteindre ces objectifs-là,
qu'est-ce que ça va suggérer comme projet concret, des projets de réseau de vapeur, des projets un peu d'introduction d'hydrogène, un peu d'électrification des procédés, j'ai noté aussi tout à l'heure, de réinterrogation aussi de certains procédés industriels dans un territoire. Est-ce que on parle souvent de mutation des sites industriels? Certains, dans la mutation, pourraient aller quasiment jusqu'à voir disparaître une grande quantité de leurs activités existantes, ou devoir muter très fortement. Voilà, donc c'est toutes ces questions-là qui sont posées. Aujourd'hui, elles sont plutôt posées sous la forme de questions, parce que on veut rappeler que il faut un peu d'humilité aussi vis-à-vis de ça. Est-ce qu'on saura caractériser ces trajectoires de décarbonation? Est-ce qu'on saura arbitrer entre les différents choix technologiques, entre les différents projets que ça suppose, en termes de tout ce qui s'affiche là ici sur la droite, qui vont supposer, quand on le met bout à bout, plusieurs centaines de millions, mais bien au-delà, plusieurs milliards d'euros de choix et d'investissements, à la fois publics et privés. Et puis, un dernier point, vous avez parlé tout à l'heure Hélène, de communication. Saurons-nous aussi expliciter ces changements à venir au plus grand nombre, dans le sens où il ne faudrait pas que ces grands travaux de décarbonation et ces grands mouvements de transformation sur les plaques industrielles portuaires soient le seul apanage des ingénieurs et ne soient pas appréhendés par les populations et les personnes qui travaillent dans ces sites industriels-là, qui doivent aussi s'approprier ces transformations et les vivre pleinement, on va les accompagner plutôt que d'avoir la sensation d'être un peu traités en dehors et de les subir d'une certaine manière. Voilà, donc une approche un peu territoriale de décarbonation du Sud que j'avais plaisir à vous partager. Merci à vous. Merci beaucoup, Nicolas. N'hésitez pas à poster des questions à nos intervenants avec le QR code que vous allez voir tout de suite. On va passer un peu à un autre aspect. On a beaucoup parlé des compensations carbone, de la forêt, tout le monde doit planter des arbres, mais est-ce qu'il y a d'autres types de solutions de compensation carbone, d'autres types de projets? Alain, est-ce que vous pourriez nous présenter quelques autres types de projets de compensation carbone, que ce ne soit pas la forêt? Disons qu'il y a oui, bon, la forêt, c'est parce que c'est le moins cher. C'est pour ça que les gens le font. Hein. C'est que ça a été réputé, à mon avis, on a considéré que alors planter des arbres, c'est visible. Protéger des forêts, on considère que c'est une solution rapide et pas chère. Quand on connaît le problème de la déforestation au niveau mondial, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus complexe que ça, que ce n'est pas rapide et que ça va être beaucoup plus cher. Ça nécessite beaucoup d'investissement. Mais après, en système de compensation carbone, on a les solutions technologiques. L'une a été évoquée, c'est le CCUS, c'est-à-dire que ça consiste à capter le CO2 à la sortie, disons, des cheminées d'usines, et par un procédé chimique de pouvoir séparer le CO2, de le stocker, et ensuite de le stocker d'abord de manière provisoire sur site, puis ensuite de l'acheminer vers des couches géologiques profondes qu'on espère être étanches pendant assez longtemps, généralement beaucoup en mer du Nord, donc des anciens puits de pétroliers, justement, des anciennes poches pétrolières. Donc ça, c'est un premier procédé. Évidemment, il est coûteux. Et puis, comme le disait il y a quelques années un responsable d'une grande société pétrolière qui était responsable de cette activité, qui disait de toute façon, vu les quantités de CO2 qui s'accumulent dans l'atmosphère, qu'on balance dans l'atmosphère chaque année, on n'aura jamais assez de puits étanches accessibles, disons, pour absorber tout ça. Donc c'est une solution qu'il faut explorer, qui coûte cher, mais qui de toute manière va saturer. Hein. On a des phénomènes de saturation, d'ailleurs pour les puits biologiques comme pour les forêts, comme pour on a des phénomènes de saturation. Soit c'est le volume qui est insuffisant, hein, etc. Soit c'est le fait que les arbres ne montent pas au ciel et qu'à un moment donné il y a une saturation de CO2 et que les arbres n'arrivent plus à absorber le CO2 dans les forêts naturelles, par exemple. L'autre, il y a deux autres procédés. Il y a un procédé qui est fondé un petit peu sur la substitution, qui consiste à planter des arbres massivement, à croissance rapide. Donc il faut trouver de la terre. Il faut trouver des espaces où on peut planter. Et au niveau local, plutôt en France, avec le label bas carbone, maintenant il y a... Ça, je laisserai mes collègues en parler. Je travaille pas tellement sur la France. Je vais vous parler, je laisserai mes collègues en parler. Je vous parle des quelques procédés. Hein. Il y a ce qu'on appelle
un autre système qui consiste à planter des arbres, à les brûler pour faire de l'énergie, donc de faire de la substitution énergétique, donc d'avoir de la biomasse que l'on va brûler. Là aussi, on va récupérer le CO2 effectivement dans les cheminées, donc disons dans les conduits, et ensuite on va éventuellement le stocker. Donc ça s'appelle, c'est le carbone capture and storage, mais avec une dimension biologique qui consiste effectivement à planter des arbres. Bon, toutes les études qui ont été faites, la plupart des études montrent que ce n'est absolument pas. D'abord, il y a un problème de terre, il y a un problème d'acheminement de plantation de biomasse dispersée si vous voulez, avec des camions, etc. Donc il y a tout un bilan carbone qui n'est pas du tout évident, et en plus avec des tas de blocages. Alors le dernier point, c'est le direct air capture, c'est-à-dire effectivement, c'est le fait qu'on puisse capturer directement par des sortes d'aspirateurs technologiques extrêmement perfectionnés, le CO2 directement dans l'air, soit le stocker, soit par des procédés chimiques aussi, le transformer en roche calcifiée, ce qui serait assez formidable si on n'avait pas besoin d'une énergie absolument gigantesque pour faire cela. Et les quantités, puisque le CO2 est très très dilué dans l'air, il est l'ordre de 0,45%, quoi. Donc 0,045%, puisque c'est 450 parties par million. Et donc ça suppose une énergie absolument délirante pour capturer cela. Ça supposerait des productions d'électricité verte décarbonée, bien sûr, parce qu'il faudrait faire ça, qui serait supérieure. Enfin, pour capturer une année d'émissions, il faudrait sans doute plus d'une fois toute la consommation, toute l'électricité mondiale qui est produite. Donc on en est à moins d'avoir de la fusion nucléaire demain, ce qui n'est pas près d'arriver. On ne voit pas, il y a trop de verrous technologiques effectivement pour le faire. Donc qu'est-ce qui reste du point de vue, qu'est-ce qui reste? Il reste effectivement pas grand-chose en termes de compensation. Il reste les puits de carbone. Il y a des choses à faire, tout à fait. Il faut bien distinguer la question des puits de carbone. On doit investir dans les forêts, on doit investir dans l'agriculture qui stocke du carbone, etc. Est-ce qu'on doit le faire avec des crédits carbone de la compensation carbone qui sont des permis d'émission et qui supposent effectivement pour moi une diversion, c'est-à-dire une mauvaise solution à une vraie question. Voilà, c'est tout le problème. Donc on n'a pas tellement de choix. Un, c'est la réduction des émissions, bien évidemment, de toute façon, qui est la priorité absolue. Le reste, il faut s'occuper de notre agriculture, il faut s'occuper de nos forêts. Il faut continuer quand même les recherches sur les absorptions de CO2 parce qu'on peut avoir des ruptures technologiques que l'on ne devine pas maintenant, mais qui pourront effectivement arriver. Donc de toute façon, on doit quand même maintenir ce type de recherche, mais il est clair qu'on n'a pas tellement d'autres solutions que de réduire les émissions et puis travailler effectivement au développement de nos puits de carbone forestiers ou tout au moins et terriens, tout au moins les maintenir, parce que le problème c'est que ces puits de carbone au niveau mondial, au niveau de la forêt par exemple, sont en perte de vitesse avec des méga-feux, des mortalités, et le réchauffement lui-même simplement, quand la température dépasse un certain nombre de degrés, 30-32 degrés, les arbres, une forêt effectivement va émettre plus de CO2 qu'elle en absorbe. Donc de ce point de vue, nous sommes dans une situation effectivement assez critique. Clotilde, au niveau national, on a depuis 2018 le label bas carbone. Est-ce que vous pourriez nous expliquer vite fait qu'est-ce que c'est? Oui, alors le label bas carbone, c'est un cadre de certification bas carbone qui n'est pas dirigé exclusivement vers de la compensation, mais de fait, c'est une des principales utilisations jusqu'à aujourd'hui. Donc qui certifie des projets dans les secteurs diffus qui ne sont pas couverts par les marchés carbone réglementaires. Donc en l'occurrence, ça va être des méthodes qui existent principalement sur la forêt et l'agriculture. Donc le type de projet typiquement que ça peut certifier, ça va être des projets de reboisement, de peuplement dépérissant, si je prends des exemples dans votre région par exemple. Ça peut être des projets de plantation de haies. Ça, c'est pour le coup, la méthode existe, mais ce n'est pas des projets qui sont très développés parce qu'ils sont très coûteux aussi. Des projets qui permettent de changer des pratiques en grande culture, notamment avoir davantage de couverts intermédiaires, changer les rotations, introduire des prairies temporaires, donc qui permettent de passer de systèmes qui sont des systèmes agricoles qui sont émetteurs à des systèmes qui sont
moins émetteur, parce qu'on n'est pas encore en train de parler de stockant. Et donc, l'idée au centre de ce label, c'est plutôt de créer des méthodologies qui permettent de quantifier le plus rigoureusement possible des réductions d'émissions et de la séquestration. Mais en tout cas, nous, l'objectif, quand on a travaillé sur ce label tout au début à l'Institut de l'économie pour le climat, c'était vraiment de se dire que cet outil de mesure d'impact sur le climat, on en aura besoin dans plein de types d'outils de politique publique. Donc effectivement, pas que pour faire du crédit carbone, mais pourquoi pas aller s'en servir sur de la conditionnalité de politique publique. Au moment où on met des aides, on dit on veut être sûr que ça va dans le bon sens, côté climat, ça permet d'encadrer les choses. Donc voilà, mais il se trouve qu'aujourd'hui, c'est un label qui génère à peu, alors je vais dire une bêtise en plus, j'ai pas bien les chiffres en tête là, mais je crois qu'il y a à peu près 2 millions de tonnes, merci, 2 millions de tonnes de réduction et de séquestration qui devraient être certifiées dans les 5 ans, donc c'est parce qu'on n'est pas encore sur les premiers projets complètement audités, donc à voir si les conditions climatiques font que ça a réellement fonctionné ou pas. Voilà, c'est en cours de développement et il faut savoir que donc ça c'est quelque chose qui a été fait nationalement et le même type de cadre de certification carbone est en train de se construire au niveau européen. A priori, donc au départ il y avait l'idée que ça couvre exclusivement les absorptions et probablement maintenant c'est en cours de négociation, mais il est très probable que ça inclue également les réductions d'émissions, donc vraiment à peu près ce qui était fait dans le cadre du label bas carbone. Et donc qui vise, et là la Commission veut aussi que les utilisations de ce cadre de certification puissent être non seulement du marché volontaire, où finalement ça démontre plutôt un espèce de leadership des acheteurs que réellement, mais aussi dans des utilisations plus réglementaires, pourquoi pas dans la PAC, ou de plus grosses machines que ça, quoi. Et un type de technologie de séquestration qui n'est pas dans le label bas carbone, mais qui pourrait arriver bientôt, qui sait, c'est le biochar. Sylvaine, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est le biochar et nous présenter Carbon Loop aussi? Oui, merci. Donc en effet, elle n'a pas été citée par Alain, mais ça fait partie des nouvelles solutions au-delà en fait de la bioénergie ou de la capture directe, qui sont de ce qu'on appelle du coup des nouvelles solutions d'élimination du carbone. Donc qui sont évidemment importantes, même si on doit, comme l'a dit Alain, maintenir les puits de carbone conventionnels, c'est-à-dire la forêt et l'agriculture. Donc on expliquait qu'on partait d'un constat, qu'on avait besoin de réduire massivement nos émissions, mais aussi de développer et maintenir les puits de carbone. Ça, c'est l'idée en fait qui est née pour faire émerger Carbon Loop, parce que du coup, on a une proposition de valeur sur une offre combinée qui va permettre d'abord de réduire les émissions de gaz à effet de serre directes d'une industrie, mais aussi de développer un puits de carbone, donc avec le biochar. Tout d'abord, pourquoi on parle de réduction massive de gaz à effet de serre avec notre proposition? C'est parce qu'on va d'abord viser 2 industries qui sont parmi les plus émettrices en France, qui sont l'industrie, avec quasiment 18% des émissions en 2022, et l'agriculture, qui compte pour 19%. Ce qu'on va chercher à faire globalement, c'est de proposer une nouvelle solution de production d'énergie renouvelable, notamment pour réduire des procédés industriels qui ont des difficultés à se décarboner, qui sont en général uniquement avec du gaz naturel ou de l'hydrogène gris. Donc le principe sera de substituer ce combustible fossile avec un combustible durable, qui sera du gaz renouvelable, donc du biogaz. Le second levier, comme j'expliquais, c'était du coup de développer un puits de carbone et donc le biochar. Ce qu'on appelle le biochar, en fait, c'est une sorte de charbon végétal, mais qui a des propriétés agronomiques particulières et qui permet aussi d'avoir une haute teneur en carbone, donc de piéger une grande partie du carbone de la biomasse dans son sein. Et une fois appliqué en sol, de pouvoir stocker du coup ce carbone de façon très durable. Pas forcément permanente, comme l'a bien expliqué Alain, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de solution magique. On ne va jamais pouvoir du coup compenser et du coup absorber l'entièreté de nos émissions. Il y aura toujours des échanges au niveau du cycle du carbone, mais il faut quand même réussir à développer ce type de solution, notamment déjà pour nous permettre de gagner du temps et de permettre de répondre à notre objectif commun. On a tous compris qu'il faut qu'on arrive à atteindre, ou en tout cas tendre vers la neutralité carbone à 2050, et donc de réduire fortement nos émissions et d'absorber suffisamment d'émissions pour atteindre cet état d'équilibre.
Donc, comme j'expliquais, Carbon Loop, à la base, c'est vraiment un service de décarbonation en circuit court parce qu'on cherche à agir localement, directement auprès des industries ou l'agriculture. Ça va être un service 100% intégré où on va gérer l'ensemble de la chaîne de valeur en commençant par l'approvisionnement en biomasse, donc en déchets agricoles ou en déchets forestiers, qui seront au plus près de l'industriel. On cherchera systématiquement en fait, à s'adapter au scénario afin de maximiser l'impact environnemental, donc par exemple de chercher à être sur une économie circulaire. Donc, si on s'adresse à une industrie agroalimentaire, à chercher à valoriser son déchet, plutôt que de chercher, par exemple, comme expliquait Alain, des forêts ou autres, qui sont loin, qui peuvent poser du coup des émissions de gaz à effet de serre par le transport, qui sont pas forcément intéressantes si on cherche derrière, après, à créer de la valeur en termes d'impact carbone. Ensuite, on va à Carbon Loop financer, installer et faire la maintenance et l'opération de l'unité de production d'énergie renouvelable, qui, comme j'expliquais, du coup, va produire du gaz renouvelable, donc on appelle du coup gaz de synthèse, ou alors on pourra la purifier et faire de l'hydrogène. Il y aura aussi d'autres applications. Un coproduit qui est du coup généré lors de cette production, c'est le biochar, donc le fameux biochar qui lui du coup stocke, comme j'expliquais, une grande partie du carbone de la biomasse. Et une fois qu'on l'applique dans les sols, il va permettre du coup de générer ce qu'on appelle des crédits carbone, qui vont pouvoir servir sur le marché volontaire à faire de la compensation, mais surtout en général d'accréditer et de faire une traçabilité sur le fait qu'on a généré un puits de carbone local. Et ça, c'est très important, parce que comme on l'expliquait tous autour de la stage, je pense qu'on est tous d'accord, on a besoin en fait de plus de transparence et de suivi pour pas faire de double comptage, pour pas non plus omettre le fait qu'on émette des émissions de gaz à effet de serre. Donc on doit avoir cette partie-là, cette transparence, pour être sûr qu'on va suffisamment agir pour pouvoir aller vers la transition durable qu'on veut tous. Donc pour expliquer un peu plus en détail le procédé du coup pour produire de l'énergie renouvelable, nous on utilise la pyrogasification. Donc c'est pas un gros mot, c'est aussi une production de gaz comparable à la méthanisation qui va produire du biogaz, sauf que celle-ci agit différemment. Le procédé du coup va se baser sur deux différents processus, la pyrolyse et la gasification. Donc la pyrolyse, en premier temps, on va avoir du coup de la matière entrante qui sera du coup un résidu de biomasse ou d'autres types de déchets qui va être chauffé à très haute température, en général entre 400 et 800 degrés, sans oxygène, qui va permettre du coup de décomposer chimiquement cette biomasse. Cette décomposition va du coup transformer le produit en différents coproduits, un composé gazeux qu'on appellera du coup du gaz de synthèse, un composé solide qui est du coup le biochar et selon les cas un composé du coup d'huile de pyrolyse qui pourra aussi être valorisé dans d'autres applications. Ce gaz de synthèse, il va être purifié dans du coup le procédé de gazéification, où là du coup on va chauffer à très haute température, au-delà de 1000 degrés, avec de l'oxygène, afin de pouvoir du coup purifier ce gaz et créer un gaz utilisable directement chez l'industriel dans les fours ou pour la haute température ou directement pour une flamme directe, qui permettra du coup vraiment de substituer au gaz naturel ou à l'hydrogène. À l'hydrogène aussi, ce qu'on peut faire avec ce gaz de synthèse, c'est le purifier et générer du coup de l'hydrogène vert qu'on pourra utiliser dans diverses applications. Donc comme vous l'avez compris, du coup, Carbon Loop, on est vraiment sur un service clé en main dédié à l'industriel ou à l'agriculteur. On va vraiment chercher à s'installer directement sur site pour permettre d'agir au plus proche et de façon locale, avec un financement, l'installation sur site, l'exploitation et la maintenance. Il faut savoir que la pyrogasification est peu connue, mais il y a déjà plusieurs pilotes qui existent en France et des démonstrateurs déjà aujourd'hui aussi à échelle en Europe et aux États-Unis, en Europe notamment en Allemagne juste à côté ou en Suisse. Et on a un démonstrateur d'ailleurs à quelques kilomètres d'ici avec le projet qui s'appelle Air Inoca, qui est né de la collaboration du coup de Hafner Energy et RGDS à Strasbourg, qui va permettre de générer de l'hydrogène vert. On a aussi du coup par exemple ici un équipement de pyrogasification par notre partenaire Gazotech, qui est en France aussi, ou l'exemple aussi de stockage de biomasse qu'il peut avoir en Suisse.
Donc maintenant, si on parle un peu plus du biochar, qui est du coup le puits de carbone qui nous intéresse, ou ce qu'on appelle du coup une solution d'élimination du carbone, qui va vraiment chercher du coup à retirer du CO2 de l'atmosphère et pas uniquement chercher à éviter ou réduire des émissions. On l'appelle puits de carbone, notamment parce que il y a une grande partie de la biomasse du carbone de la biomasse qui est piégée en son sein. Les experts du GIEC, donc du groupe des experts du climat, l'a identifié comme ce qu'on appelle une technologie d'émission négative. Donc il va vraiment chercher à ce qu'on appelle absorber du carbone. En général, dans la filière, on parle de 2,3 tonnes de dioxyde de carbone absorbé pour 1 tonne de biochar. On parle aussi de séquestration durable. C'est très important en fait de comprendre aussi cette notion de durabilité et de permanence, comme l'expliquait Alain. Il y a différentes permanences qui existent dans les solutions. Et donc, il faudra chercher systématiquement soit à aller vers le plus durable, soit en tout cas chercher à systématiquement être sur une égalité entre les différentes solutions. Et le biochar selon les types de biochar, parce que pour chaque biomasse, on aura un biochar différent, aura des permanences plus ou moins longues. Et il y a une étude récente qui est sortie il y a quelques mois je crois que c'était sur Sciences Direct, sur la partie géologique, qui expliquait du coup que le biochar a été étudié, et ils ont découvert qu'ils ont une formation géochimique du carbone qui permet de l'associer à une permanence très longue. Donc vraiment d'avoir quelque chose qui va durer dans les sols. Enfin, comme j'expliquais, le biochar, au-delà d'être uniquement un puits de carbone, va permettre, et c'est là l'importance de cette échelle locale, va permettre d'avoir des bénéfices agronomiques, notamment par rapport à sa structure particulière qui a une forte porosité, et donc avoir un réel intérêt pour un agriculteur, notamment pour faire de la régénération de ses sols. Donc, quels sont ces différents bénéfices agronomiques? On a par exemple une amélioration de la capacité de la rétention de l'eau à proximité du coup des cultures, une augmentation de la rétention des nutriments, de la disponibilité des nutriments qui vont aider du coup à la croissance des micro-organismes. Le fait qu'il soit aussi fortement poreux va aider à optimiser l'aération et la décompaction des sols. Et enfin, on a pu voir aussi que ça peut avoir un effet indirect par moment sur le captage du carbone dans les sols. Il faut noter aussi que ça permettra, notamment vis-à-vis de ces différentes caractéristiques, d'aider à la résilience des cultures lors de l'adaptation au changement climatique, selon les cas. Mais c'est vraiment à noter du coup qu'il y a différents bénéfices qu'il faut évidemment tester systématiquement avant de mettre en sol. On est tout à fait d'accord qu'on n'est pas sur une solution miracle et qu'il faut évidemment toujours faire l'approche scientifique avant de chercher à vendre, en fait, comme l'allégation de neutralité carbone, à vendre du coup ces bénéfices. Mais on est quand même sur quelque chose d'assez encourageant, avec différentes applications en valorisation agricole qui peuvent être utilisées, par exemple en agriculture, dans différentes cultures, en viticulture, en maraîchage, en sylviculture, ou aussi pour les espaces verts ou l'horticulture. Donc on a vraiment du coup différentes filières qui peuvent du coup utiliser du biochar en tant qu'amendement de sol et réellement du coup permettre d'avoir d'un côté un effet d'avoir un puits de carbone local à proximité de l'industriel de l'agriculteur, mais aussi derrière de faire des bénéfices agronomiques sur son sol. Donc comme j'expliquais, en France, on a aujourd'hui beaucoup de démonstrateurs, mais on a quand même une filière qui se développe énormément. Là, ici, vous voyez par exemple un panorama d'un peu tous les acteurs qui existent aujourd'hui, que ce soit des intégrateurs comme Carbon Loop qui cherchent du coup à faire une fourniture d'équipements, mais aussi une maintenance et une gestion de la chaîne de valeur en entier, ou alors juste des équipementiers, comme par exemple nos partenaires Hafner Energy ou Gazotech, ou des producteurs de biochar qui vont directement vendre le produit à des agriculteurs sans forcément avoir cette valorisation énergétique. Donc on peut voir qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs dans différentes régions et notamment en Grand Est, même si à ce stade, et en 2022, on a une production d'à peu près 3000 tonnes de biochar. Donc si vous avez suivi, on était à 1 tonne de biochar pour 2,3 tonnes de CO2. Donc à peine 6000 tonnes de dioxyde de carbone absorbé, ce qui est très peu par rapport aux besoins en millions, voire milliards qui étaient évoqués par Clotilde. On est en Europe toutefois une production qui est déjà de l'ordre de 60 000 tonnes, notamment poussée par l'Allemagne, comme expliqué, qui est très active sur ce sujet.
et plus de 1,5 million de tonnes produits en Amérique du Nord. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes échelles et le potentiel de développement. On voit bien du coup que la France est en retard sur le potentiel et le développement du biochar aujourd'hui. Donc on a un réel besoin du coup de commencer à se poser des questions, notamment dans la révision de la stratégie nationale bas carbone qui va avoir lieu dans les prochains temps. Et donc là, c'était surtout pour expliquer justement par rapport au biochar le fait qu'on a différentes solutions d'élimination du carbone. On a justement, si on parle maintenant de façon concrète, des prix différents aussi sur le marché volontaire pour justement acheter des crédits carbone. Souvent, en fait, comme j'expliquais, toute solution, que ce soit de la capture directe ou de la reforestation ou de la capture dans les sols par agriculture, auront des avantages et des inconvénients. Comme l'avait bien expliqué aussi Alain lors de son intervention, on a différentes limites physiques aussi par rapport au potentiel d'impact carbone. Et donc tout ceci, avec d'autres critères comme par exemple la maturité technologique ou la faisabilité économique aussi, ou des critères de qualité, vont impacter les prix qui existent aujourd'hui sur les transactions de crédit carbone. Donc là, par exemple, c'est un état 2023 des transactions qui existent sur les différentes solutions d'élimination du carbone. On voit bien, par exemple, quand on parle de capture directe, on l'associe à un stockage géologique donc supérieur à des millénaires en termes de permanence du carbone. C'est une technologie qui coûte très cher. Donc, on a un prix du carbone supérieur à 1 340 €. À la différence du biochar, du coup, qui est peut-être sur un stockage moins permanent selon les cas, mais qui sera du coup une technologie qui est déjà mature aujourd'hui et qui peut avoir du coup un crédit accessible à environ 180 à 200 €. Donc pourquoi je parle de ça? Parce que je pense qu'il y a un réel intérêt à chercher non seulement à financer de la capture directe, qui aura besoin du coup, parce que chacune de ces solutions aura des limites physiques et donc un potentiel global d'absorption qui sera différent. Et donc pour qu'on arrive à peu près, dans mes souvenirs, on était entre 4 à 16 milliards de tonnes nécessaires par an absorbées dans le monde, on aura besoin de toutes ces solutions et pas uniquement d'agir sur la reforestation ou sur une partie agricole, mais vraiment de chercher aussi à développer ce genre de solutions innovatrices et donc que chacun cherche à mettre dans sa stratégie de compensation un prix plus ou moins élevé de sa tonne de carbone, mais qui va du coup impliquer par exemple peut-être 2 ou 3 tonnes de capture directe, 15 ou 20 de biochar, 50 ou 100 de reforestation. Et donc pour finir, si on parlait de potentiel par rapport au biochar, j'expliquais du coup qu'on devait être entre 5 et 20 milliards à peu près de tonnes par an absorbées pour chacune des solutions. Il a été démontré dans une étude que le potentiel maximum ou à peu près moyen du biochar aujourd'hui est à 6% des émissions globales, soit 3 milliards de tonnes. Donc on comprend bien qu'il n'y a pas une seule solution disponible aujourd'hui pour pouvoir absorber tout. Mais on doit vraiment chercher systématiquement à regarder quelle serait la meilleure solution par rapport à la région, par rapport au potentiel, et du coup financer ces différentes solutions. Merci. Merci à vous, Sylvaine. Ça a été super clair et je trouve qu'on voit que la communication est clé. Si on sait vraiment expliquer et démontrer comment est-ce qu'on fait de la bonne compensation, on peut éviter plusieurs de ces avis contradictoires et critiques dont la compensation est victime depuis longtemps. Et je pense que quand on parle de... Vous me laissez dire un mot? Oui, bien sûr. Non, mais il se trouve, non, je pense que le biochar est une solution effectivement tout à fait intéressante, mais il se trouve que assez récemment, j'ai été amené à faire une grosse revue bibliographique. Il y a des centaines d'articles qui sont sortis sur le biochar. Il y a plusieurs dizaines de méta-analyses qui sont des analyses, donc c'est assez long. Et alors, pour être très honnête, c'est vrai que la majorité des analyses, effectivement, donnent des effets tout à fait positifs pour le biochar. Néanmoins, il y a quand même beaucoup d'analyses qui insistent sur au moins une chose, c'est la variabilité des résultats. Et de ce point de vue, c'est quand même très intéressant parce que ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend effectivement de ce que vous brûlez, de la qualité des déchets, son taux, etc., etc. Donc ça, c'est très important. J'imagine que c'est un procédé que vous maîtrisez. Ça dépend aussi beaucoup des sols dans lesquels on va enfouir. Il faut évidemment, il y a un effet de cholage. Bon, ça marche mieux sur les sols acides, beaucoup moins bien sur les sols qui ne le sont pas. Si on regarde, enfin moi j'ai vraiment parcouru ça attentivement pour des raisons professionnelles. Le résultat, c'est que globalement, effectivement, il y a des effets positifs.
avec des amplitudes très très grandes quand même sur effectivement sur la capacité de stockage, sur le temps de résidence, etc. Il y a parfois des données qui donnent des temps de résidence très très grandes, c'est tout à fait clair, mais il y a une variabilité extrêmement forte et parfois il y a un certain nombre d'études qui disent que pratiquement ça n'a rien stocké et que c'est ressorti très vite. Bon, c'est des études minoritaires, je vous l'accorde. Simplement, tout ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'on a effectivement une solution qui peut être tout à fait intéressante. Ce qui ressort de ces analyses, c'est que ce que disent les chercheurs, c'est qu'ils disent, bon, en gros, ça marche, mais on n'arrive pas très bien à comprendre pourquoi dans certains cas ça marche, dans certains cas ça marche moins bien ou ça marche pas du tout. Il y a encore plein de choses, effectivement, qu'on ne sait pas faire. Et alors, le problème, si vous voulez, c'est pas le biochar qui est en cause en tant que tel. C'est le fait que c'est les crédits carbone qu'on va faire. C'est-à-dire que toute la question, et c'est bien tout le problème du carbone du vivant, c'est-à-dire qui se caractérise fondamentalement par sa variabilité, que l'on parle des sols, que l'on parle des forêts, etc., c'est qu'on veut faire des crédits carbone qui sont des permis d'émission, qui sont censés effectivement être très précis, avoir des prix, etc., alors que nous sommes devant des phénomènes qui ont des variabilités très très importantes. Il se passe la même chose d'ailleurs pour les mangroves, qui est un écosystème d'une importance absolument capitale du point de vue de l'adaptation, etc., etc. Simplement, des articles récents ont montré que la variabilité du stockage de carbone dans une mangrove, pratiquement d'une année à l'autre, peut changer de tout au tout. Alors, et l'article concluait en disant vendre des crédits carbone à partir effectivement d'une variabilité pareille, c'est du non-sens absolu. Donc toute la question, c'est de savoir si on peut effectivement développer le biochar dans des conditions effectivement qu'on va maîtriser, j'espère de mieux en mieux par la connaissance. Mais est-ce que, disons que est-ce que le crédit carbone représente quelque chose véritablement dans une optique de compensation? Donc, alors effectivement, la grande difficulté, c'est que tous ces projets qui sont des projets utiles se financent avec des crédits carbone. Mais ces crédits carbone, ils ont un rôle social dont on a parlé en début de cette table ronde, qui est tout à fait problématique et tout à fait critiquable. Donc on est devant une situation un peu paradoxale, avec des projets qui sont certainement très utiles, mais qui utilisent effectivement un vecteur de financement, le crédit carbone, qui à mon avis pose un certain nombre de problèmes que l'on a indiqués, parce que ça fait croire qu'on va arriver à une neutralité carbone avec des choses qui au fond ne sont pas en mesure de le garantir. Sylvaine, vous voulez répondre? Oui, alors d'abord je suis d'accord avec vous Alain, il y a en effet une grande variabilité, mais aussi l'intérêt qu'on voit, qu'on a plusieurs centaines de papiers scientifiques qui sont sortis. Pourquoi? Parce qu'on sent qu'il y a un besoin et que aujourd'hui l'intérêt qu'on a, même si on va décrier la compensation carbone, on a quand même derrière un financement très important qui se passe que ce soit auprès des entreprises, mais aussi d'institutions qui cherchent à développer justement cette connaissance scientifique, à améliorer au fur et à mesure avec la technologie, avec des tests terrain, des tests en laboratoire, toute en fait cette connaissance qu'on aura autour des absorptions de carbone. Donc il est vrai qu'il faut qu'on fasse très attention, et notamment pour chaque entreprise qui cherche à développer sa démarche de compensation, il y aura des éléments clés à regarder, que ce soit par exemple sur un projet qui doit être mesurable, vérifiable ou reportable, mais aussi vérifier notamment que ce soit bien certifié par des organismes en fait qui sont connus, pour éviter toute controverse, voire même en fait de risquer d'avoir un projet d'un crédit carbone qui aura au final un fort risque de réémission. Mais je pense pas qu'on doit s'arrêter au fait de dire qu'on doit pas compenser ou qu'on doit pas chercher à financer ce type de crédit, parce que au-delà en fait de ce qui se passe dans ces solutions qui sont variables, on a aussi le même type de variabilité avec les projets de reforestation ou des méthodologies qui ont évolué au fur et à mesure des années. On voit bien que la controverse sur les REDD+, qui est sortie récemment, a quand même permis maintenant, je trouve, d'améliorer aussi les différentes méthodologies et donc d'avancer vers un besoin commun qui est du coup d'augmenter les puits de carbone. C'est tout le problème, c'est-à-dire est-ce que nous restons sur une logique neutralité carbone, compensation, crédit carbone, ou est-ce qu'on passe effectivement, qu'on change fondamentalement de sémantique, et probablement ce qui clarifierait les choses, qu'on sortirait de l'ambiguïté, qu'on soit dans des logiques que nos collègues de Carbone 4 appellent de contribution, qui effectivement fassent appel à la RSE des entreprises qui disent vous avez les capacités de contribuer, mais ça ne vous dispense pas de réfléchir aux phases de l'évitement et de la réduction, et surtout vous ne pourrez pas vendre à vos clients des produits soi-disant neutres carbone parce qu'ils ne le sont pas. Voilà. Et là je pense qu'on sortirait de l'ambiguïté
l'ambiguïté, tout en gardant le bénéfice d'un certain nombre de projets. Et vous avez raison, le problème, c'est comment est-ce qu'on finance tout ça. Mais on a beaucoup d'instruments de financement qui sont potents. Il n'y a pas que les crédits carbone. Il peut y avoir de la fiscalité redistribuée, etc., etc. Enfin, là, le problème, c'est qu'on on fait comme si la seule moyen de financer finalement des choses qui soient bénéfiques pour les puits de carbone, les forêts, etc., serait les crédits carbone. C'est qu'on a choisi aujourd'hui, c'est qu'on s'est enferré dans cette voie. On a d'autres moyens socialement de financer un certain nombre de choses qui sont utiles. Ça peut être des paiements pour services environnementaux, ça peut être de la fiscalité affectée, ça peut être des contributions volontaires des entreprises. Il y a toute cette discussion aujourd'hui sur des certificats de biodiversité. Et d'ailleurs, la question se poserait, c'est pourquoi avoir plusieurs types de certificats carbone, biodiversité ou autre. Enfin, c'est un autre débat peut-être, mais probablement, je pense qu'il faut qu'on change de sémantique au minimum, parce qu'on reste dans une ambiguïté qui, à mon avis, pose problème autour de cette notion de neutralité et de crédit carbone. Clotilde, vous, comment vous voyez ça? Quel est votre point de vue? Alors, pour le coup, moi, je suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que il y a eu effectivement tout ce mouvement de passer de, on parle de neutralité carbone et on utiliserait la compensation, à on parle de net zéro et on parle de contribution. Pour l'instant, c'est quand même surtout sémantique. Et ce qui s'est vu du côté des intermédiaires qui vendent des crédits carbone, c'est qu'en fait, ça a plutôt participé à réduire les financements. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, ah ok, on n'a plus besoin de faire ça à la mesure de nos émissions, on coupe, on peut... Alors, il y avait une raison, évidemment, c'est qu'on sait que c'est des tonnes à pas cher pour des projets peu qualitatifs, peu additionnels, comme des projets d'énergie renouvelable qui ont été mentionnés tout à l'heure. Mais au total, ce dont on se rend compte, c'est que ça amène pas forcément, parler de contribution, à financer des projets plus chers à la tonne, qui auraient d'autres dimensions que forcément juste cet aspect climato-centré à la tonne près, quoi. Donc voilà, il y a cette chose-là. Pour nous, en tout cas, c'est quelque chose qu'on a noté, c'est que ça entraîne plutôt une réduction des financements, et que ce soit en nombre de tonnes et en financement globaux. Donc, avoir une grande vigilance vis-à-vis de le fait que ça a satisfait beaucoup d'acteurs de la société civile de passer à cette sémantique. Ben, c'est bon, on parle de contribution. Ben, ça suffira pas, quoi. Et là, par exemple, ce qui s'est beaucoup discuté au niveau européen autour de l'interdiction de la terminologie neutralité carbone et compensation, j'ai pas l'impression que ça va nous sortir de quoi que ce soit. Mais moi, j'avoue que je préfère plutôt la version, on se dit, on encadre très sérieusement ce qu'on entend sous ces mots-là. Ce qu'avait fait quelque part la France, là, en disant, ok, vous devez avoir un plan d'action, vous devez réduire de temps, si vous réduisez pas, vous pouvez pas employer ça, etc. Donc voilà, je pense que ça suffira pas, même si effectivement, si ça va à tout le monde, même si moi en termes sémantiques, je suis pas non plus convaincue que parler de contribution, est-ce qu'on n'a pas le même biais finalement, contribution à 2 tonnes versus compensation qui serait plus trompeur, enfin voilà, moi c'est... Le premier outil qu'on a, c'est quand même la réglementation. Hein. C'est-à-dire que c'est effectivement la réglementation, c'est le premier outil qu'on a, et ça peut passer aussi par autre chose. La réglementation pour effectivement obliger les entreprises ou les citoyens à limiter leurs émissions de manière effectivement coercitive. Et puis, on a aussi des systèmes de quotas, avec des systèmes de cap and trade, hein, tu connais. Et le grand problème, c'est que là, on parle que du marché volontaire. Alors, c'est très sympa, on dit, après tout, c'est une question sémantique. Appelez ça, l'important, c'est d'avoir effectivement des financements. Oui, c'est vrai que la contribution, c'est... Parce que les gens aiment bien l'ambiguïté des entreprises. Quand crédit carbone, moi, j'ai beaucoup d'entreprises qui me disent, oui, mais nous, on sait que c'est pas très sérieux, que c'est pas additionnel, c'est pas permanent, etc. Mais vous comprenez, voilà... Pourquoi contribution moi je leur dis mais sortez de l'ambiguïté comme ça, parce qu'en fait il faut sortir de l'ambiguïté sur le fait de ne pas appeler ça compensation, mais appeler ça effectivement contribution. Et le problème qu'on a, c'est que ce qui est aujourd'hui sur le marché volontaire, ça va rentrer, comme ça a été dans le passé, dans le marché de conformité. C'est-à-dire que ce qui est aujourd'hui de simples vecteurs de financement, qu'on appelle ça contribution ou crédit, peu importe ce que vous êtes en train de me dire. Mais le problème, c'est qu'effectivement, demain, et c'est encore le cas, ça va servir à certaines entreprises qui ont des quotas, qui ont des plafonds réglementaires, à dépasser leur plafond réglementaire.
comme c'était le cas pour le MDP avant, tu dois connaître ça. Donc c'est ça le problème. Donc là, on rentre dans un système qui effectivement fout en l'air l'intégrité environnementale de nos systèmes. Tant que ça reste sur de volontaires, à la limite, je veux bien admettre que ça apporte beaucoup plus d'argent, donc pourquoi pas le garder, même si à mon avis, pour les consommateurs, le message apporte aux consommateurs, pour moi, est déplorable. Mais ça va passer dans le réglementaire, et là, ça devient des permis d'émission, et là, ça détruit l'intégrité environnementale de toutes les mesures qu'on prend. Je suis désolée d'interrompre cette discussion, mais on a seulement quelques minutes. Du coup, je pensais faire un peu un pas en arrière et je vous avais promis quelques éléments, outils concrets et solutions du coup pour les entreprises. Où commencer quand on pense à net zéro, à décarbonation. Du coup, je vais que compléter les éléments donnés par Jérôme Béton ce matin. Je ne sais pas si tu peux me passer le... Merci. Du coup, 3 mots sur le DIAC Décarbonation cofinancé par l'ADEME et opéré par BPI France. Ces diagnostics vous permet de mesurer les émissions de gaz à effet de serre de votre entreprise sur l'ensemble de votre chaîne de valeur, élaborer votre plan d'action pour décarboner votre entreprise et aussi mettre en place les premières actions de la conduite du changement au sein de l'entreprise et avec vos principaux clients fournisseurs. Les objectifs de ces diagnostics sont en premier la diminution de la consommation d'énergie, la réduction de la dépendance et donc aussi de la vulnérabilité aux énergies fossiles, la montée en compétence de l'entreprise sur la maîtrise de son empreinte carbone, la sensibilisation de vos salariés et aussi important, l'amélioration de l'image de votre entreprise. N'hésitez pas non plus, je fais un peu un espace publicitaire, à contacter l'Agence du climat, les guichets de solutions sur l'Eurométropole de Strasbourg, qui pourra vous appuyer sur la décarbonation de la mobilité professionnelle et des salariés, la rénovation des beaux locaux et beaux bâtiments, l'installation des énergies renouvelables et la végétalisation des surfaces disponibles. Du coup, là, je vous laisse le site internet et le téléphone de contact. Je voulais vous présenter aussi vite fait un projet sur lequel je travaille actuellement. C'est en fait la construction d'un guichet carbone local. C'est un dispositif visant à faire financer des projets bas carbone locaux par des organisations locales engagées dans ces démarches éviter, réduire, compenser. Qui peut participer? Toute entreprise, collectivité, association, particulier, peu importe, toute personne, institution qui souhaite contribuer à la neutralité carbone du territoire. Les types de projets visés, du coup, comme on mentionnait le label bas carbone avant, c'est principalement des projets de rénovation énergétique sur l'Eurométropole de Strasbourg avec des matériaux issus du réemploi et aussi les projets de construction des bâtiments avec des matériaux biosourcés. Et les accompagnements proposés par ces guichets carbone sont la mise en relation entre les acteurs proposant des financements et ceux qui portent les projets, l'accompagnement technique, du coup l'aide à la labellisation, le montage du dossier pour le label bas carbone, l'appui dans les démarches de réduction des émissions. Du coup, on ne va jamais parler de compensation avant d'avoir parlé d'évitement de réduction. Et last but not least, la sensibilisation de l'écosystème local aux enjeux climatiques. Et comme petite conclusion, je tenais à vous transmettre quelques messages clés. Vous connaissez peut-être déjà sûrement cette vidéo de l'ADEME sur les 4 scénarios proposés pour 2050. À la fin, il y a un peu une to-do list pour atteindre cet objectif. Et je tenais à vous donner aussi, vous faire passer ces messages. Du coup, en premier, la neutralité carbone, elle est possible, mais repose sur des paris forts. Elle nécessite une planification orchestrée et des transformations entre l'État, les territoires, les acteurs économiques et les citoyens. La réduction de la demande en énergie, des biens, des services et les facteurs clés pour atteindre la neutralité carbone. L'industrie va devoir se transformer et fortement. Les vivants sont des atouts principaux de cette transition.
L'adaptation de la forêt et de l'agriculture devient prioritaire pour lutter contre les changements climatiques. L'humanité a besoin actuellement de 2 planètes par an, on l'a vu ce matin aussi, pour répondre à ces besoins. Du coup, le plus important, c'est nos modes de vie, nos modes de consommation, et du coup, la pression sur les ressources naturelles doit diminuer. Et les énergies renouvelables sont aussi indispensables. En tout, le plus important, c'est de prendre conscience du défi et d'agir dès maintenant. Du coup, pas d'excuses pour ne pas agir. On va passer, j'ai reçu quelques questions du public. On a 5 minutes, mais j'espère qu'on va réussir. Du coup, je vais commencer par Sylvaine. Il y a 2 questions sur les biochars. Du coup, la première, combien de tonnes de CO2 sont émises pour produire une tonne de biochar? C'est la première question. Et la deuxième, quel est le montant d'investissement pour une installation qui produit du biochar? Oui, alors le montant d'investissement, je ne pourrais pas forcément vous en parler, mais je vous invite à me contacter. On pourra discuter ensemble. Par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, du coup, l'idée c'est que ça dépendra toujours du projet. Comme il faut bien comprendre, c'est que du coup, quand on parle du coup de produire du biochar, on aura l'approvisionnement en biomasse qui va émettre des émissions, le fait de produire l'équipement de purgasification, mais aussi derrière la distance, par exemple, pour appliquer le biochar en sol chez un agriculteur. Donc tout ça est évidemment avec beaucoup d'hypothèses. Nous, ce qu'on cherche à faire en général sur un projet standard, c'est d'avoir un objectif d'être à maximum une centaine de kilomètres. Et du coup, en termes d'émissions, on est à peu près à 16 kg de CO2 par tonne de biochar. Qu'est-ce que ça représente exactement? Si on compare par exemple au biogaz qui est à environ une quarantaine de kilogrammes de CO2, bah voilà, on est quasiment moitié moins. Plus, il faut rappeler que comme on est sur des coproduits, on a d'une partie l'énergie qui est produite et de l'autre côté le biochar. Nous, ce qu'on cherche à faire du coup, c'est systématiquement à proposer une énergie qui aura très peu d'émissions parce qu'une grande partie est mise dans les biochars et donc dans l'entièreté du projet associé au crédit carbone. On parlait justement besoin de mesures. Chaque projet Carbon Loop est aussi accompagné par un partenaire d'analyse de cycle de vie pour vraiment s'assurer que l'entièreté du projet est mesurée et a du coup un impact global en termes de gaz à effet de serre pris en compte. Super, merci beaucoup. Une question pour Clotilde. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de crédit carbone, tonnes, nanana, mais qu'est-ce que ça veut dire en détail, un crédit carbone? Alors, un crédit carbone, c'est la certification d'une tonne réduite ou séquestrée par rapport à un scénario de référence. Donc, ce qu'on appelle un scénario de référence, c'est qu'en fait, on construit un scénario de qu'est-ce qui se serait passé sur cette activité en l'absence de projet, ce qui est évidemment difficile à faire. Et on ajoute à ça le scénario de projet. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec cette pratique en ayant introduit des couverts, en ayant rajouté des haies, que sais-je. Et c'est la différence entre ces deux niveaux qui va nous dire ok, bah, combien de réduction d'émissions on a fait par rapport à ce qui se serait passé, supposément passé, ou combien on a séquestré. Donc, et ça, accompagné de tous les critères dont Alain parlait au début. Donc, on doit avoir un niveau de mesurabilité quand même, on doit être dans le best of science qu'on a sur le moment, ça va en fonction de ce qu'on connaît de l'état de la science. On doit le mesurer au mieux, avoir un maximum de transparence, donc de vérificabilité dessus, d'additionnalité, donc c'est le critère qui a été mentionné tout à l'heure, qui est aussi le plus difficile à appréhender. Sur la permanence, qui a essayé aussi mentionné, c'est plutôt le fait, donc soit qu'on ait effectivement une réduction d'émissions qui soit permanente, soit qu'on gère la non-permanence, c'est le cas pour les écosystèmes. Et donc voilà, et après, donc une fois que ça s'est audité, bah, ça génère un certificat qu'on appelle éventuellement crédit, qu'on appelle de plus en plus certificat, mais encore une fois, c'est surtout de la sémantique. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Une réduction d'émissions par rapport à un scénario de référence associé à tous ces critères de mesure, suivi et audit, vérification. Et le problème, c'est que le scénario de référence, puisque c'est un scénario sans projet, comme on va faire le projet, on ne pourra jamais l'observer. Et c'est là que toutes les manipulations fonctionnent, c'est-à-dire que le grand jeu a consisté toujours dans ce monde des crédits carbone
à manipuler le scénario de référence pour faire en sorte de dire, de faire des scénarios du pire, c'est-à-dire de dire sans ce financement des crédits carbone, on n'aurait pas fait ce champ d'éoliennes. Sans les crédits carbone, la déforestation qu'on évite aurait effectivement été beaucoup plus importante. Et donc, en fait, vous avez sans doute entendu parler sur les projets de puits de carbone, projet RED, des articles du Guardian et différents articles scientifiques qu'on a depuis un an qui se succèdent pratiquement maintenant tous les mois ou tous les 2 mois, qui effectivement décortiquent ces questions d'additionnalité, qui montrent que le grand problème, c'est la manipulation de ces scénarios qui ne sont pas vérifiables. Comme on ne peut pas les vérifier, sauf éventuellement ex post par des procédés, mais comme on ne peut pas les vérifier puisqu'on fait les projets, on peut jouer avec. Et c'est en jouant avec qu'on maximise le nombre de crédits carbone. Et c'est pour ça qu'une partie des crédits carbone, comme disait le Guardian, n'a aucune valeur climatique. Et Alain, c'était aussi une question du public. Là, quand on parle de vérification, est-ce qu'il existe des organes, des contrôles, par exemple des bilans carbone, des projets de compensation? Oui, tout le marché volontaire du carbone est basé à une gouvernance privée, c'est-à-dire ce sont des structures privées, ce qu'on appelle des standards de certification qui effectivement ont mis au point des méthodologies selon différentes activités qui permettent de mesurer combien de crédits carbone on peut donner. Le problème, c'est qu'on est en situation assez fréquente de conflit d'intérêts avec ces organismes de certification. Il faut savoir que ces organismes de certification, d'abord, ils touchent une royalty pour chaque crédit carbone, effectivement, qui va être mis sur le marché, qui va être certifié. Donc c'est leur modèle économique. Que deuxièmement, ce sont des auditeurs qui font les audits sur le terrain, sur les projets. Et que ces auditeurs, effectivement, sont en concurrence. Il y a de nombreux auditeurs qui sont accrédités par le standard. Et que ces auditeurs, au fond, leur intérêt bien compris, c'est de pouvoir surtout être arrangeant avec leurs clients. C'est-à-dire un auditeur qui, effectivement, serait assez réticent pour dire, sur des questions d'additionnalité, par exemple, pour dire finalement votre projet, vous l'auriez fait quand même, ou ces activités auraient été réalisées malgré tout, effectivement, il va mécontenter son client et sa réputation sera vite faite sur le marché. C'est-à-dire au bout de quelques années ou quelques mois, il n'aura plus de clients. Donc en fait, on a un système de sélection adverse dans lequel, effectivement, les auditeurs ont toujours tendance à être complaisants avec leurs clients pour, de ce point de vue, de rester dans le marché, voire avoir des parts de marché plus importantes. Donc c'est un système qui a beaucoup de défauts et le fait d'avoir des certifications indépendantes, de ce point de vue, ne garantit absolument pas l'intégrité environnementale de ce qui est certifié. Si je peux juste me permettre pour une note un peu plus positive. On parlait du fait qu'on cherche aussi de plus en plus à avoir la législation, et notamment sur la vérification, on a le règlement européen dont tu avais mentionné Clotilde, qui cherche à assujettir aussi sur les absorptions de carbone davantage en fait de règles qui sont basées aujourd'hui sur le marché volontaire, mais qui vont être accréditées par l'Union européenne avec du coup une obligation d'avoir de plus en plus vraiment cette typologie de vérification sur les critères comme l'additionnalité, la mesurabilité, la permanence, l'éco-bénéfice, qui soit du coup rendu obligatoire par les États pour que chaque porteur de projet, que ce soit Carbon Loop ou d'autres, puisse du coup générer ce type de crédit qui sera reconnu par l'Union européenne. Est-ce que je peux... Juste pour reboucler, ça reboucle avec les deux choses que vous venez de dire. Donc c'est effectivement le niveau, le type d'audit, etc. laisse aussi pas mal de failles ouvertes. Et ça reboucle avec le niveau réglementaire. Donc effectivement, c'est intéressant de passer à un niveau réglementaire, de créer un outil européen, etc. Avec effectivement, qu'est-ce qu'on fera de ces crédits ? Et pour le coup, ce qui est annoncé, c'est que pour l'instant, l'utilisation volontaire est un peu comme, enfin en tout cas, nous ça nous va cette version-là, une expérimentation. C'est-à-dire ça va nous permettre d'avoir une évaluation des coûts des projets, de les développer, de monter un petit peu en échelle, etc. Effectivement, avec toutes les limites qui vont avec, et puis oui, c'est gentillet tant que ça reste sur des démarches volontaires. Et c'est effectivement au moment de s'intéresser à quoi on va s'en servir pour du réglementaire que là, on rentrera dans le dur. Et là, effectivement, nous, on est également opposés au fait que des crédits puissent passer dans un système de marché de quotas réglementaires tel que le marché d'ITS européen qui existe aujourd'hui. Mais nous, on imagine aussi d'autres utilisations qui pourraient être faites, mais plutôt type PAC, quoi.
plutôt des financements qui sont dirigés aujourd'hui, avoir des outils de conditionnalité environnementale, etc. Donc rester finalement dans cette partie expérimentale du volontaire pour avoir des méthodes qui soient les moins mauvaises possibles, voir là où il y a des effets d'aubaine, essayer de corriger le tir, etc. Et après, en avoir des utilisations, ils nous disent, ok, maintenant, on sait comment mesurer, on sait à peu près comment aller le vérifier. Maintenant, on ne va plus vous rémunérer pour certaines pratiques, ou vous aider à compenser d'autres, etc. Ça rentre dans de la norme, quoi. Voilà. Non, juste sur le réglementaire, hein, on a quand même, pendant 20 ans, de 2000 à 2020, on a eu un instrument onusien, qui s'appelait le Clean Development Mechanism, en français le mécanisme de développement propre, basé sur les projets, dans lequel c'était essentiellement des projets d'énergie. Hein. La forêt a eu très très peu de place pour différentes raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer maintenant. Mais globalement, le bilan qu'on fait quand les chercheurs, enfin quand des travaux effectivement qui sont faits, à peu près le consensus des chercheurs, c'est que la grande majorité des crédits qui ont été effectivement générés dans le cadre du MDP n'ont pas été additionnels. C'était des effets d'aubaine, c'était des gens, des industries qui prétendaient qu'ils ne changeraient pas de technologie sans crédit carbone, alors qu'en réalité c'était déjà programmé, etc., etc. Donc pratiquement chaque fois qu'on fait des carottages un petit peu pour voir un cas particulier, on s'aperçoit qu'il y a eu des effets d'aubaine massifs. Il y a eu aussi de véritables projets, hein, c'est vrai, vraiment additionnels, etc. Mais voilà. Donc faut pas trop compter sur... c'est la nature même du problème de ce que c'est qu'un scénario de référence qui fait que de toute façon, on n'arrivera jamais de ce point de vue à donner des garanties, que ce soit avec un système public ou avec un système privé. Merci à vous pour cette discussion. Merci Nicolas à distance. On a 16 heures passées. Donc je vous dis merci à tous pour votre participation. Merci pour cet échange.